Après un petit film comme ça, il n'y a plus rien à dire. Monsieur le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Madame la Ministre, cher ami, Monsieur le Directeur général de la Sûreté nationale, Monsieur le Conseiller du Président de la République, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui devant vous sur cette thématique droits de l'homme et environnement qui sont des sujets majeurs pour la diplomatie internationale. Et puis je suis très heureux de le faire aussi à la veille, au sens littéral du terme, de cette 21e conférence des États partis sur les changements climatiques, la COP21, qui ouvre demain au Bourget, en présence de plus de 140 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Cellal. Notre ambition pour cette COP21, et ses enfants nous le disent, nous comptons sur vous, est d'aboutir à un accord ambitieux, vous l'avez dit, Monsieur le Président, juridiquement contraignant sur le climat, qui nous permette de limiter le dérèglement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle, les années 1750, afin de préserver notre planète. Il est grand temps que nous agissions tous ensemble pour enrayer ce phénomène du changement climatique et préserver l'environnement. Tout le monde aujourd'hui est persuadé de l'urgence. Il y a 13 ans, Jacques Chirac, alors président de la République, disait à Johannesburg, au sommet de la Terre, je le cite, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Cette phrase est encore dans toutes les mémoires. Eh bien, si nous ne faisons rien à Paris, nous regarderons la maison brûler et nous ne saurons toujours pas comment éteindre le feu. Or, cette question est l'affaire de tous, du simple citoyen, de la société civile, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des juristes, des responsables politiques aussi. Elle est l'affaire de l'homme au sens de l'être humain, car elle menace son avenir et ses droits. Et je souligne l'importance de la décision prise par le président Hollande de maintenir cette COP21 à Paris après les attentats terribles, et merci, Monsieur le Président, d'y avoir fait allusion, du 13 novembre. Je le cite, « Nous devons à nos enfants plus qu'un monde libéré du terrorisme. Nous devons préserver la planète de notre propre errements et construire un avenir d'espérance et de progrès. Ce qui est en question dans cette COP21, c'est l'humanité. C'est en ce sens que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, votre homologue française, Monsieur le Président, considère que les droits de l'homme devraient constituer la colonne vertébrale de la politique de développement et de protection de l'environnement. Les questions de développement, d'environnement et de droits de l'homme sont en effet en étroite interdépendance. Une interdépendance concrète d'abord. Le respect, la protection et la mise en œuvre des droits de l'homme constituent des facteurs d'un développement durable et d'un environnement sain. À l'inverse, les violations des droits de l'homme sont aggravées par le niveau de développement et la détérioration de l'environnement, avec un impact encore plus grand pour les groupes dits vulnérables, et notamment les personnes en situation d'extrême pauvreté. Le changement climatique entraîne en effet de nombreuses violations des droits de l'homme dans son sillage, notamment concernant l'accès à l'eau, à l'agriculture, à l'électricité, au logement adéquat. Devant les conséquences du réchauffement climatique, les populations voient leur mode de vie et leur culture menacés par l'altération de leur environnement. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de migrants écologiques, mais c'est très important, avec toutes les conséquences humaines, politiques, sécuritaires. Jean-Louis Borloo, ancien ministre français qui préside la Fondation Énergie pour l'Afrique, était à Alger il y a quelques jours. Et il disait « L'accès pour tous à l'électricité est un droit de l'homme fondamental et universel, car il permet l'accès aux autres droits fondamentaux que sont l'accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la sécurité. » Il y avait une très jolie phrase, « La lumière permet les lumières ». Et nous devons agir pour que la lumière soit un droit pour tous, car l'obscurité conduit souvent à l'obscurantisme. J'ajouterai une interdépendance juridique ensuite. Il existe un droit de l'homme au développement et un droit de l'homme à un environnement sain. Quel droit resterait-il à l'homme si son avenir même était compromis ? La protection de l'environnement est un droit des générations passées, présentes et futures, et pour les États et les organisations internationales, un devoir. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous sommes face à des enjeux immenses, et l'Algérie en est tout à fait consciente.
Vous l'avez dit, Monsieur le conseiller du président de la République, votre pays est particulièrement exposé aux aléas climatiques. La désertification, l'appauvrissement des sols et la diminution des ressources hydriques ont accéléré l'exode rural et la concentration de la population dans la partie nord du pays. Votre pays a connu des épisodes tragiques, comme les inondations qui ont frappé à de nombreuses reprises, la ville d'Alger aussi en 2001, et qui ont engendré d'importantes pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Et votre pays, exemplaire dans la région, a décidé non seulement de publier dès le début de septembre, après une très large concertation nationale, sa contribution nationale, qui est très ambitieuse, mais elle a décidé aussi de nous aider auprès des groupes arabes et africains pour préparer dans les meilleures conditions cette conférence de Paris. Alors face à ce constat, nous devons agir. Nous devons agir, Monsieur le Président, par le droit. Il est en effet important de parler de droit et de devoir, en ancrant cet impératif dans le juridique, on lui donne une réalité, on donne à chacun les moyens d'agir pour préserver l'environnement. Il s'agit donc de développer dans tous les États et au niveau international un droit de l'environnement contraignant. Il faut agir sur les législations des États et vous avez, en tant qu'instance consultative en charge des droits de l'homme, un rôle particulier à jouer pour conseiller l'Algérie en la matière. Il faut agir aussi au niveau international pour consacrer l'universalité de ce droit à un environnement préservé, parce que les phénomènes climatiques et de pollution ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi le président de la République française a demandé à Maître Lepage, ancien ministre de l'Environnement, spécialiste du droit de l'environnement, de rédiger une déclaration des droits de l'humanité. Monsieur le Président, ce court texte, qui vise à consacrer le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent, vient d'être rendu public. Il sera présenté lors de la COP21 en vue d'une adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016. On voit donc l'enjeu que représente l'adoption d'un texte juridiquement contraignant, je le répète, lors de cette conférence. Comme Laurent Fabius le dit, nous ne sommes pas réunis à Paris pour une conversation de salon. Nous sommes réunis pour prendre des décisions juridiquement contraignantes, car ce n'est que par le droit que nous transformerons notre prise de conscience et nos prises de position en réalité. Alors naturellement, caractère contraignant ne doit pas nous dispenser d'une certaine souplesse pour nous assurer que les dispositions de l'accord seront bien mises en œuvre par tous et sur la base de la justice, avec les financements nécessaires. C'est ce qu'on appelle le principe de différenciation, car il faut prendre en compte la situation différente des différents États et de leurs responsabilités différentes. Les pays développés ont une responsabilité bien plus importante et on doit en tenir compte dans le cadre du financement des programmes. En tout cas, cette responsabilité qui pèse sur nos chefs d'État est historique. Et je souhaite saisir l'occasion de cette tribune pour remercier l'Algérie pour son plein engagement de lutter contre le réchauffement climatique. Votre pays contribue de manière active au succès de la COP21, dont les négociations, Monsieur le conseiller du président de la République, vous l'avez rappelé, sont coprésidées par votre brillant compatriote, l'ambassadeur Ahmed Djorlaf. L'Algérie, qui a été parmi les premiers pays africains à remettre sa contribution au niveau national le 5 septembre dernier, contribution ambitieuse, sérieuse, avec des objectifs très précis de réduction, notamment de votre consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, ensemble, on doit faire preuve d'une grande solidarité pour préserver l'environnement et les droits de nos populations. Pour paraphraser le général de Gaulle, je dirais que tout le monde sera écologiste ou le monde ne sera plus. C'est pourquoi à Alger, nous faisons un gros effort de dialogue avec vos autorités, avec votre opinion publique, pour sensibiliser aux enjeux de la COP21. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y aura des jeunes Algériens ces jours-ci à Paris, dans le cadre d'une conférence internationale de la jeunesse sur ces problèmes d'enjeux climatiques. Et bien sûr, vous, défenseurs des droits de l'homme, militants associatifs, politiques, avocats, juristes, diplomates, membres des forces de l'ordre, vous avez un rôle tout particulier à jouer pour mener à bien des actions qui, comme le souligne le président Hollande, réclament du dévouement et du dépassement. Il faut agir avec détermination, sens de l'anticipation et de l'intérêt général, puisque les générations présentes seront amenées à fournir des efforts dont elles ne verront pas elles-mêmes le résultat. Mais ceux qui nous jugeront ne sont pas encore nés, mais ils seront sévères
même si nous ne serons plus là pour les entendre. Alors, Monsieur le Président, nous savons désormais que notre maison, notre planète, est menacée par notre propre action. Cette prise de conscience a été longue, mais elle est là. Et les citoyens du monde entier se sentent désormais tous concernés. Il faut agir maintenant de manière urgente, et pour agir, nous devons reconnaître la pleine valeur de notre environnement en le considérant comme un droit inaliénable, comme notre bien le plus précieux, car si on ne le préserve pas, il n'y aura plus de vie. L'homme doit avoir le droit à un développement durable qui lui permette de vivre et de survivre à court et long terme. C'est pourquoi les Nations Unies ont développé ensemble les objectifs du développement durable qui doivent diriger notre action collective pour les 15 années à venir. Mais je crois, mesdames et messieurs, que si nous parvenons à obtenir un accord efficace, juste et contraignant à Paris, et je suis optimiste sur notre capacité à l'obtenir, grâce aussi à votre appui précieux, eh bien, nous aurons entre nos mains les outils juridiques et politiques nécessaires pour enfin agir de manière durable et contraignante afin de préserver l'environnement et, au-delà, notre espèce humaine. Je vous remercie.